Voilà. Bonjour à tous. Mais écoutez, faites partager ce direct et bon samedi à vous. Mais connectez-vous, j'espère que vous êtes très nombreux. Mais moi, je suis le guide Mollet Tibissog. Je suis heureux d'être là. Et je profite de mon petit séjour pour échanger avec vous sur l'esprit de la grandeur. Et je profite aussi pour vous annoncer la sortie très imminente de mon prochain best-seller. Euh, c'est un questionnement. Et si on s'augmentait? Voilà le titre de mon livre. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. J'en ai reçu pas mal déjà inbox. Et je suis aussi là pour vous dire que vous pouvez précommander le livre. Et ce serait toujours bien. Bonjour à Victorine Kwedi. C'est samedi, non? On se la joue au calme. Hein? Donc, je salue tous les Camerounais qui sont en Allemagne. Je suis effectivement en Allemagne. J'ai reçu pas mal de compatriotes depuis hier, pas mal d'Africains. Et donc vous pouvez passer me rendre visite pour un échange. Il n'y a pas de bord politique ici avec moi. Et moi, c'est l'idée qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut être avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de positions, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de camp, ça ne veut pas dire qu'on ne... Mais j'estime qu'à un moment de la vie, il faut avancer et il faut aller à la rencontre même de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ça qui fait évoluer. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je suis en Allemagne. Et l'Allemagne est un pays très fort, très sobre. Quand vous arrivez à l'aéroport à Francfort, Munich ou Berlin, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de... C'est comme un bloc armé. Et les Allemands sont froids. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un peu racistes sur les bords, mais en réalité, bon, comme tous les peuples, mais je pense qu'ils regardent, ils observent, et puis après, ils vous font confiance. Moi, je suis allé prendre mon petit déjeuner. C'est vrai que j'étais le seul noir dans la salle, ce qui me pose souvent des problèmes. Je me demande où sont les autres millionnaires africains ou noirs, mais j'étais là et je n'aime pas être le seul noir quelque part. C'est comme si tu as réussi ou c'est comme si c'est exceptionnel. Juste le fait d'être là, de prendre son petit déjeuner, tout le monde vous regarde, vous salue, vous sentez qu'ils sont peut-être pas habitués. Voilà, donc où sont les noirs d'Allemagne? C'est ce que je... Mais à part ça, ce qui m'a marqué, c'est que contrairement à la France, l'Allemagne a 3 fois plus d'étrangers. Et ils ne s'en plaignent pas. Les Turcs sont partout. J'ai vu un mariage turc hier, les klaxons, dont les laisse vivre. Les Turcs sont... c'est comme si c'est eux qui sont partout en Allemagne ici aujourd'hui. Ils ont contrôlé tout. Et l'hôtel où je suis, c'est un hôtel, on va dire 5 étoiles. Et la moitié des employés sont chinois. Je n'ai pas encore vu un noir ici, mais la moitié des employés sont chinois. Je ne sais pas si c'est les Chinois qui ont racheté cet hôtel ou on les fait venir, je ne sais pas. Et l'Allemagne, un tiers de l'Allemagne est constitué d'Allemands. Un tiers. On ne parle pas de grands remplacements. Ils ont accepté. Il y a les Turcs, il y a les Marocains, il y a les... C'est un mélange. Mais les Allemands sont là. Et deuxième leçon, il y a le droit du sol, contrairement à la France. La France, pour que les étrangers ne soient plus français naturellement, ont commencé à supprimer le droit du sol, à compliquer pour les papiers. Les Allemands ont gardé le droit du sol. Ils veulent de la population. Angela Merkel est allée prendre 1 million de Syriens. Elle est allée prendre 1 million de Syriens il y a quelques années, pendant la guerre, là. Il y a 3 ans par là. Et elle a assumé devant le Parlement que nous avons besoin de ces gens si on veut avoir les usines, si on veut avoir l'économie qui tourne. Donc voilà un peu ce que j'ai vu sur... euh, j'observe, hein, je prends des notes. Je connais déjà cette ville, j'y étais il y a plus de 20 ans.
Je suis même resté un peu à Berlin. J'ai beaucoup d'amis ici. Voilà, donc... ce que je voulais donc nous dire, c'est qu'il faut qu'on tire des exemples de tout ça. L'Afrique, il faut très peu de choses à l'Afrique pour être développée. Je dis très peu de choses. Un, tuer le tribalisme, cette idée que le village, le clan, la tribu, je ne sais pas qui nous a amené ces choses-là en Afrique. C'est ça le premier point de blocage. Quand vous réfléchissez en termes de nous sommes au pouvoir contre les autres, ça tue l'émulation. Ça crée des frustrations. Et les gens qui sont déjà en train de confisquer le pouvoir ne se rendent pas souvent compte. Quand une tribu s'installe au pouvoir en Afrique, elle ne se rend pas compte. C'est un déni. C'est parce qu'on ne sent pas nous-mêmes nos propres odeurs. Ou bien nos odeurs nous plaisent. Nos mauvaises odeurs parfois. Mais c'est là la base de tout le crime politique en Afrique. Partout dans le monde, c'est les clans qui dirigent, hein, c'est le lobby. Voilà Macron, c'est la Macronie qui est là. Mais la différence, c'est que dans cette Macronie, et tu as le Drian, et tu as les Cécio, c'est un mélange. Le clan n'est pas tribal, mais c'est un clan idéologique, c'est un clan de valeurs, c'est un clan de perception. Là, ça passe. Aux États-Unis, c'est le clan de Barack Obama qui dirige. Biden, Kamala, tout le monde là, c'est les gardes, c'est le système Obama. Et plus loin même, c'est le système Clinton. Voilà. Mais c'est un clan. Et dans ce clan-là, vous trouvez un peu de tout. Mais en Afrique, parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'une seule famille, une seule tribu occupe les 3/4 des postes. Et les miettes, là, on peut saupoudrer, là, on met toujours un dindon de service de la tribu d'en face. Mais en réalité, ce dindon-là n'a aucune signature. Même quand il a le poste, il n'a pas la parole. Même quand il a la parole, il n'a pas l'emphase. Et bon, c'est ça qui... Les marchés publics gagnés par les mêmes, les nominations prestigieuses, les écoles prestigieuses, tout ça fait que le reste du peuple voit, mais voilà, c'est un peu... Voilà un peu ce que j'observe. Et pourtant, quand vous êtes en Allemagne, vous constatez quand même que c'est des gens qui ont... C'est pas des enfants de cœur. Il y a beaucoup de racisme en Allemagne. Surtout quand vous êtes déjà dans des coins où les Noirs ne sont pas censés arriver. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne vivrai pas en Allemagne. Ils sont suprémacistes. Voilà. Mais il y a les Noirs qui acceptent d'être dominés. En France, il y a cette même caste de gens qui veulent se croire suprémacistes et tout. Mais on a la liberté de bloquer ça, de dire non. Ici, les Allemands marchent très peu. Enfin, c'est pas leur culture. Les pauvres, surtout les Africains, sont peut-être acceptés, mais même les médecins que je connais ici en Allemagne ne sont pas dans les quartiers UP. On vous met quelque part, on vous parque quelque part et on vous laisse là-bas. On vous intègre, mais on vous laisse là-bas. Donc l'Allemagne, c'est une perception, je peux me tromper, mais c'est des pays froids. Et la froideur, c'est un rejet de l'autre, mais subtil, enfin technique. C'est technique. En France, de temps en temps, ils veulent se justifier. Ici, on ne se justifie pas. Mais en France, au moins de temps en temps, les gars veulent vous dire non, bon, vous savez, on va prendre quand même un Pape Diaye quelque part, on va mettre un seul noir ministre un peu, on va saupoudrer un peu, on va prendre un petit type. Mais de toutes les manières, c'est une pensée dominante qu'il y a ici. Alors, j'attends les questions. À propos de la sortie de mon livre,
C'est le 11e livre. En plus des travaux, des publications, c'est le 11e livre. Et celui qui n'aura pas ce livre ne va pas... ça sera un crime pour sa génération, pour ses enfants. Parce que c'est un livre bréviaire, c'est un livre où j'ai recensé, c'est un livre concret. Je n'ai pas écrit pour la poésie de Venise. J'ai écrit pour voir les problèmes qui nous bloquent. Et à côté, il y a des solutions. J'ai pu lister la plupart des... Je vous ai énoncé la plupart des lois spirituelles, les théories qu'on n'applique pas souvent. La compensation, la réflexivité, la loi de Murphy. Il faut essayer de dire aux gens ce qu'il faut faire pour éviter les erreurs. Donc voilà un peu voilà en gros ce que j'ai traité dans ce livre. Et les gens qui ont commencé à le lire, les gens qui ont commencé à voir la version électronique comprennent qu'on a essayé de faire quelque chose pour vous. Parce que les Africains, je suis désolé de vous le dire, arrêtez de croire qu'on peut se développer sans effort. Arrêtez de croire qu'on peut se développer sans la pensée. Vous allez manger, vous allez faire les brocantes, vous allez construire les maisons, acheter les terrains, mais ça ne vous donnera pas la grandeur d'esprit pour conquérir le monde. La moitié des footballeurs qui jouent en Europe sont noirs. Mais ils ne gèrent pas. Ils n'ont pas l'argent. Et même qu'ils arrêtent le foot, ils ne sont pas dans l'action politique. Ils ne sont pas dans l'action économique. Ils ne sont rien du tout. Ils ne sont même pas entraîneurs. Ils ne sont même pas managers. Voilà, donc, oui, mon fils Dani, je réponds à toutes vos questions. Hein. Je suis partagé le direct. Et donc, comment faire pour structurer la pensée? Comment faire pour créer l'intelligence? Comment faire pour créer la richesse? Tout à l'heure, je reviens, je vous ai parlé du racisme. Peut-être je devrais un peu être mesuré parce que pour moi, le racisme n'existe pas. C'est la peur de la misère que l'autre te reflète, qu'on rejette. Quand tu es en face de quelqu'un qui transpire la misère ou l'insécurité, il fait peur. Il fait peur. Donc, on a donc dit, la plupart des Africains transpirent la peur, l'insécurité, et c'est pour ça que parfois on les rejette. Alors, les Occidentaux n'ont pas de cœur quand il faut protéger leurs intérêts. D'ailleurs, ils ne connaissent pas la paix. C'est en Afrique qu'on a les valeurs de la paix. C'est en Afrique que dans le village, tout le monde se lève, mon nié, on s'embrasse. Ici, les gens naissent avec les nerfs. Comment faire pour évoluer? Comment faire pour arracher? Comment faire pour conquérir? Comment faire pour développer? Comment faire pour être grand? Et tu ne peux pas être en train de vouloir développer et en train de dire mon nié, salut. Non, on n'a pas le temps. Regardez la violence entre l'Ukraine et les Russes. C'est des frères, même père, même mère. C'est un Sahebongen. Mais c'est des gens qui ne se donnent pas. Ils se tuent, ils s'entretuent pour l'idéologie. Ils s'entretuent pour l'argent. Alors si entre les Russes déjà ils se font ça, si entre Occidentaux ils se font ce convoi-là, imaginez s'ils arrivent en Afrique, ils découvrent que mais ces gens-là, en plus du pétrole, ils ont l'or, le diamant et tout, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Ils vont l'arracher sans même débattre avec vous. Et c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Donc le réveil doit venir de nous-mêmes. Le réveil doit venir de l'intérieur. Le réveil doit venir de chacun. Le réveil doit venir d'une conscience nationale, d'une conscience générale.
d'une conscience panafricaine, avec une jeunesse qui sait où elle va, qui lutte, qui comprend les codes. Mais qui a les codes en Afrique? Depuis le début de l'année, là, qui a même ouvert un livre? Je n'ai pas parlé de Teng au Congo, hein. Je dis un livre. Ce n'est pas tous les livres qui sont des livres. Je dis qui? Un, qui a accès au savoir? L'expérience montre aujourd'hui que malgré Internet, malgré les Google, 80% des Africains n'ont pas accès au savoir. C'est un crime. Et pour ceux qui regardent même déjà Facebook, Instagram, c'est des médias, au début c'était ouvert, mais ils ont tout fermé. La preuve, on voit les mêmes choses. Nous, nos fenêtres sont fermées. Ils ont mis des put-ups, ils ont désactivé. C'est à vous de partager ou de sauvegarder ou de protéger ça. Pour que les enfants, pour que nos jeunes tombent sur ces directs. Moi, je suis parfois réveillé à 1h. Un jeune a vu mon direct d'il y a 6 mois. Je lui dis, mais ça fait 6 mois que j'ai fait cette vidéo. Il dit, non, grand frère. Donc YouTube, Facebook, tout ça, ils sont en train de tout fermer pour nous mettre les mêmes choses. Cyril Hanouna, oh Cyril Hanouna bagarre, Cyril Hanouna. Et vous ouvrez toutes les fenêtres, voilà la même chose. Quand vous tombez, on te dit, oh, tel Tintin a fait ceci. Donc, ils sont en train de nous conditionner. Ils sont en train de nous amener. Au début, ils ont ouvert. Ils ont vu que les Africains, c'est la bêtise, la danse, les injures, et tout ça. On va leur donner ça. Ils multiplient ces vues-là. Des faux pasteurs, des fausses filles, des filles qui viennent. Et il y a une vidéo qui circule sur le net d'une Congolaise qui dit que non, elle, il faut être blanche, il faut se blanchir la peau. On parle de la dépigmentation ici tous les jours, les gens se moquent de nous. Mais c'est sur un plateau à Paris, je ne sais pas où, devant un petit... Le rôle le plaisir de quelqu'un, d'un petit blanc, c'est d'avoir une négresse qui dit qu'elle n'aime pas sa peau. Il fait semblant de dénoncer, mais il est content. Hein, ça s'appelle de la psychologie inversée. C'est comme quand on voit un noir se plaindre du racisme, et ils sont contents. Ça veut dire qu'il y a encore des noirs qui ont ce problème. Et il faut qu'on les protège, qu'on soit supérieur, qu'on leur donne... Regardez comment même au boulot, ils veulent tout vous infantiliser. Hein? Même pour nettoyer la vitre, il faut passer un concours, faire une formation pour nettoyer les vitres, faire une formation pour enlever les couches. Et puis après, on te montre, il faut qu'on tu deviens mécanique même sur les choses qui ne demandent même pas le CP. Et ils sont supérieurs. C'est cette pensée supérieure qu'il faut détruire. C'est ça qui est pour moi le racisme. La pensée supérieure, c'est quand quelqu'un, même sans t'écouter, il sait qu'il te dépasse. Sans même te... Il sait que, bon, comme il est noir, c'est un pauvre type. Comme il est noir, c'est un petit. Comme elle est noire, elle ne connaît rien. Et nous souffrons encore de ça. Et nous souffrons de ça, même dans nos familles, même à l'extérieur. Alors, Crescence. Bonjour Crescence. Bonjour à vous tous. Ben, j'essaie de vous faire un petit direct sur... Alors, qui commande déjà le livre ce matin? J'espère que vous allez avoir le livre. Alors, donc, ce que je dis, c'est que quand il faut la réflexion maintenant, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on nous a fait avec la réflexion? Qu'est-ce qu'on nous a fait avec l'intelligence sans avoir le monopole? Personne n'a le monopole de l'intelligence, mais c'est l'amour de la sagesse qu'on appelle la philosophie. Il faut que les Africains réapprennent à philosopher. Tous nos proverbes, toutes nos anecdotes, toutes nos légendes, c'était de la philosophie. On parle en paraboles. Les paraboles, c'est ce que vous avez dans leurs livres sacrés. La Bible est écrite en paraboles. Mais si les Africains, on dit que les Africains n'aiment pas lire, c'est faux. Ils ne savent pas lire.
Ils ne savent pas quoi lire. Tous les Africains lisent les récits de la Bible ou le Coran. Ils ne sont pas gênés. Or, c'est des faits. C'est de la littérature. C'est peut-être des textes qui ont une portée, mais c'est d'abord de la littérature, une invention. Donc, les Africains ne comprennent pas quand on leur dit de lire pour eux. C'est pour lire autre chose que les dogmes. C'est pour lire autre chose. La lecture te permet de douter. Parce qu'il n'y a pas de vérité scientifique établie. Il n'y a pas de vérité immuable. Il n'y a pas. Or, comment tu peux lire un truc qui te dit déjà que c'est fait? Si moi je lis la Bible, je la questionne, je doute. Quand il y a des passages, je dis ça, je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas être vrai. On ne peut pas me gifler ici, je tends l'autre jour. Ça n'existe pas. On ne peut pas me dire des citations du genre il sera plus facile de quoi pour un pauvre d'entrer dans le trou d'une aiguille que d'aller au ciel. Donc il faut mourir pauvre pour aller au ciel. Le ciel est où? On a encore ces problèmes-là. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup d'Africains qui relaient l'esclavage mental. On les appelle les suppôts. Parce que nous, parfois, vous nous faites le reproche d'être en Occident, d'être... Non, c'est mieux même être ici pour bénéficier de la lumière, de ce confort, et pour donner la route, pour réveiller les consciences, que d'être celui qui est en Afrique, qui embrigade les gens dans les chapelles, qui leur récite des choses qui n'existent nulle part, dont lui-même n'a pas la connaissance, lui-même ne sait même pas ce que c'est. Un analphabète ne peut pas guider un analphabète. Un aveugle ne guide pas un aveugle. Voilà. Donc, choisissez vos mentors. Choisissez vos mentors. Comment quelqu'un de plus bête que toi peut être ton influenceur? Comment quelqu'un de moins intelligent, de moins structuré que toi peut venir et tu l'écoutes, tu partages ses vidéos? Non, je veux savoir. C'est ça le problème en Afrique. C'est-à-dire, vos modèles n'en sont pas, pour souvent. Vos modèles, c'est des gens qui n'ont même pas de scrupules. Et on nous vante tout ce qui est négatif. Hein? On vous vante des gens qui ne doivent même pas être dehors. Leur place parfois, c'est à l'asile. Quand une femme vient dire que toutes les Noires veulent être blanches, et on la reçoit dans une télévision en France, mais c'est un complot contre l'intelligence. Ça les fait rire, mais leur but est atteint. Et que font nos jeunes sœurs ici? C'est vendre leurs produits éclaircissants. Il y a même une qui est députée au Cameroun. Elle vend les produits éclaircissants. D'un pays normal, c'est la prison. C'est-à-dire, on ne discute pas avec vous. Il faut l'arrêter. Elle doit être déchue. Parce que ça touche nos enfants. Vous, les vieilles femmes là, entre guillemets, brûlez-vous vos pauvres, mettez vos cancers si vous voulez, mais vous avez des enfants. Nos gamines sont influencées. Maintenant, pour parler de l'entrepreneuriat, oui, nos gamines sont influencées. Ah oui, nos petits garçons sont influencés. Donc, c'est toute cette amalgame-là qu'il faut chercher à dénoncer en Afrique. Et moi, j'ai créé dans l'université du discernement, l'Académie de la vie augmentée, j'ai créé un truc pour poser quand même des questions. Et le livre qui est en train de venir est très puissant parce qu'il pose ces questions. J'aborde ces sujets. 1. Qui doit être ton mentor? 2. Qui doit être ton rôle modèle? Les Anglais disent rôle modèle. On doit suivre qui? Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a la puissance des médias. Et Dieu merci, on a commencé par déjà acheter le matériel de BKZ, de la télé. Mais j'allais vous dire que regardez Facebook aujourd'hui, comme je disais,
On regarde les mêmes choses. Une vidéo est tournée là-bas à Abidjan, ils nous envoient ça partout. Vous faites un truc, on vous envoie ça partout. Et tout le monde commente la même chose. C'est le temps disponible de notre cerveau qui sont en train de bouffer. Et après, tu tombes là, tu tombes sur Cyril Hanouna. Et après, tu tombes sur ça. Et après, tu tombes sur nos influenceurs. C'est tellement négatif. Après, quand tu demandes à nos sœurs, qu'est-ce que vous faites sur le net H24 à rigoler, des filles bêtes? Ah, on se divertit. Vous vous divertissez? On verra le prix à payer. Il y a un prix à payer. On ne se divertit pas dans la bêtise. N'est-ce pas? C'est pas le divertissement. C'est pas le divertissement. Alors, I'm waiting. J'attends des questions. Pas de questions? Mais ces jours-ci, vous savez, le danger des gens comme nous, souvent, c'est que parfois on annonce des choses en avance. Il ne faut pas tout dire aux gens. Vous pouvez les heurter et devenir leur ennemi. Mais quand vous avez aussi le pouvoir de voir avant, quand on a commencé à parler des influenceuses ici, à l'époque j'étais même encore au Cameroun, je l'ai dit dans une télé, tout le monde est tombé sur moi. Tout le monde sait que nos jeunes sœurs là se débrouillent dans la prostitution. Ce n'est pas un crime. Mais de là à vouloir les ériger en modèle de société, là il faut dire stop. Elles peuvent gagner des contrats publicitaires, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Ça n'intéresse pas. La richesse des gens n'intéresse pas en réalité. Mais c'est le rôle que vous avez dans la société qui commence à être un problème. Quand vous n'avez pas d'éthique, quand vous n'avez pas de morale, vous ne pouvez pas venir devant les gens, leur donner des leçons. Nous, on n'a pas des vies exemplaires, mais au moins nos parcours montrent un effort, une volonté de réussite. Bonjour à vous. Moi, je ne suis pas le chef de quelqu'un. Je suis le chef de mon village. Alors, il y a une question. Le guide, pourquoi est-ce que l'Ukraine se fait berber par les US? Je dois reformule un peu la question parce qu'elle est très importante. Je vais répondre. Pourquoi l'Ukraine se fait aider? Peut-être. Ok, je reviens. Alors, donc, mais j'étais en train de dire que nous, je n'ai pas la prétention d'avoir une vie correcte. Il y a tellement de choses qui me manquent. Sinon, je ne me ferais pas 1 heure de sport tous les matins. Sinon, je ne ferais pas, mais je n'écrirais pas. Sinon, je serais dans une île aux Bahamas sur un yacht. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses dans ma vie. J'ai mes enfants. La réussite de mes enfants est primordiale. Je veux les voir évoluer, être sur les rails. Ça me touche. Donc c'est un problème encore pour moi. Mais intellectuellement, je suis accompli. Mais il me manque encore des choses. Il me manque du gros financement. Il me manque pas des idées, mais du financement. Là, j'ai réussi à monter la télévision et je vous expliquerai tout bientôt, mais je vous ai tout dit dès le début. C'est avec mon frère et partenaire. On est en train de faire... ça prend du temps, mais c'est 2 ans de souffrance. 2 ans. Quand vous faites un projet, au bout d'un certain temps, si ça n'avance pas, arrêtez. Mais là, il fallait quand même aussi croire. Parce que, il ne faut jamais avoir de plan B. Est-ce qu'il y a un technicien ici, un jeune parmi vous qui peut découper souvent des extraits de mes vidéos pour balancer aussi? On ne voit jamais les extraits de mes vidéos quelque part. On voit seulement les vidéos des gens un peu bizarres. Donnez-moi 1 minute, parce que je ne lis pas très bien de loin. Je vais répondre à toutes les questions. Alors, que pensez-vous de la loi votée par les US? Que pensez-vous de... Que pensez-vous
loi votée par les USA pour ceux qui n'ont pas voté contre la Russie. Attendez, donnez-moi une seconde. Alors, yeah. J'essaie, hein. Give me just few minutes. Je ne sais pas si je pourrais avoir la connexion. Alors, berné par les US, pourquoi quand les Européens ont des PB, j'essaye d'avoir, ça monte tellement vite. Attendez, ce qu'on va faire, je n'ai pas assez de, j'essaye de me connecter ici, si vous permettez. Yeah. Partagez aussi ce direct pendant qu'on a encore la force. First given name. Yeah. Alors, surname, c'est quoi même enfin? Surname, c'est pas le nom, c'est le prénom. Surname is the prénom, ok? Soyez indulgents, hein? Donc Pépé n'a pas un anglais très correct. Moi, je n'ai pas peur de vous dire que mon anglais... yeah. Alors... yeah. Monsieur Bissog. Ok. Alors regardez comment cet Internet, ils veulent me faire croire que depuis là, on est à 10 commentaires. Ah, c'est quand même... Aux hommes pas si minguier. Donc, depuis que vous faites là, on n'est que 10 commentaires. C'est pas logique. Alors, je n'ai pas beaucoup de connexion, mais maintenant, je peux répondre à toutes vos questions. Voilà, ça va aller vite. Que pensez-vous, ça c'est Lionel, que pensez-vous de la nouvelle loi votée par les US pour ceux qui n'ont pas voté contre la Russie? Le guide, pourquoi est-ce que l'Ukraine se fait aider? Pourquoi les Ukrainiens se font berner? Ok? Ah ben voilà, les vues montent. Augmenter les vues, ça nous donne aussi un peu de crédibilité. Pourquoi les Ukrainiens se font berner par les US? De deux, pourquoi quand les Européens ont les PB, ils s'assemblent et aident les leurs? Et par contre, quand c'est l'Africain, il lutte contre son frère, le cas du Mali. Alors, les Ukrainiens ne se font pas berner par les US. Les Ukrainiens, c'est depuis la base. C'est autour de l'Ukraine que s'est constitué l'URSS en réalité. Et les Ukrainiens de nature ont toujours été un peu plus proches, ont voulu toujours se détacher du bloc soviétique. Les Ukrainiens, n'oubliez pas que pendant la Seconde Guerre, la Pologne était même un peu en Ukraine. Ils sont collés. Donc c'est une question de point de vue. Les Ukrainiens veulent entrer à l'Ouest. Et quand tu veux entrer à l'Ouest, tu trouves le grand frère, tu trouves l'OTAN, tu trouves l'Union européenne et tu trouves le marché commun. Les Ukrainiens ne se sentent plus l'obligation d'appartenir à la Grande Russie. Ça vient de l'éclatement
depuis la Bosnie, le rideau de fer, depuis les années 90. Donc, les Ukrainiens savent qu'ils peuvent bénéficier de la protection des USA. Mais ce que les Ukrainiens ne savent pas, c'est que les USA n'entrent jamais dans la guerre de quelqu'un. Ils créent la guerre, vous la faites et ils viennent reconstruire. Même la Seconde Guerre mondiale, c'était ça, le plan Marshall. Ils sont venus aider la France, l'Angleterre, quand la guerre était presque finie, au bout de 3-4 ans de destruction. Donc la stratégie américaine, c'est toujours un plan Marshall. Et ils visent le capital. Comment détruire pour reconstruire? Comment imposer l'idéologie? La guerre en Ukraine, je vais vous le rappeler, ça vient du choc que Poutine se voit encerclé autour des frontières de la Russie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a pris le port de la Crimée, parce qu'on veut asphyxier la Russie, qu'elle ne puisse pas sortir. Et je tiens à préciser que les gens qui croient que la Russie est forte, non, j'ai un fiston qui est à Moscou, qui me confirme que mais les Russes ne travaillent pas. Les Russes sont faibles. En Afrique, on a l'idée des Russes, on a l'image des Russes qui sont costauds, qui sont comme dans les films. Mais souvent, vous oubliez que les méchants qu'on prend pour les Russes, en réalité, sont des Ukrainiens. Donc, la Russie est très faible militairement. Elle a l'intelligence de créer, de fabriquer, c'est une superpuissance nucléaire, mais tactiquement, je vous donne les chiffres. L'armée américaine, c'est 10 fois plus l'armée russe. En termes d'investissement, en termes de logistique, en termes d'argent. Donc Poutine joue sur un petit bluff, mais il sait que même en cas de guerre, il n'a aucun moyen. Et les Américains sont tellement forts, c'est pour ça qu'on dit une superpuissance, qu'ils réussissent sans faire la guerre à déstabiliser les Russes sur le terrain ukrainien. Mais beaucoup d'Africains n'aiment pas ça, parce que l'Africain est émotif. Beaucoup de panafricanistes supportent la Russie. Je comprends. Pour l'équilibre, on se dit, bon, au moins la Russie peut nous aider à sortir de la misère en Afrique, mais ça n'existe pas. C'est choquant, mais ça n'existe pas. La Russie est extrêmement faible. Et cette guerre s'y nous montre. Peut-être c'est une stratégie, mais Poutine met encore des chars alignés. Poutine met 500 chars alignés qui sont détruits par les drones civils des petits-enfants. Elon Musk, des petits-enfants du collège fabriquent des drones qui détruisent des chars. Donc l'armée russe même est en déroute. Il y a 3 jours, on a tué 500 militaires russes dans un lac, dans un fleuve. Moi, je suis cohérent, j'ai les images. Et je peux vous dire que avec cette guerre-là, on découvre que Poutine fait extrêmement d'erreurs. Soit il est faible et le matériel est vieux. La Russie n'a pas d'argent. Elle a le gaz, elle a le pétrole, mais attention, l'Afrique a le même gaz et le pétrole. Les Européens, les Américains savent. Et en réalité, cette guerre-là, les Allemands, les Français, qu'est-ce que j'allais dire? Les Américains sont des stratèges. Ils vont affaiblir la Russie, mais en même temps, ils veulent bloquer la Chine. Parce que c'est de là que vient... Les USA ont plus peur de la Chine pour leur indépendance économique. Et il faut neutraliser déjà l'autre puissance qui veut se lever. Dès qu'ils vont broyer, ils vont user la Russie, ils vont basculer à la Chine qui va rester coincée. Parce que la Chine veut se développer, mais avec les USA. Il ne faut pas négliger ça. Ils voulaient aller en Inde, ils ont coupé là-bas. Alors, donc je réponds. Catalyst Ndjike, elle dit Poutine est un dictateur. Bon, pas plus qu'un autre. Oui, mais c'est clair que Poutine est un dictateur. Mais Poutine est un dictateur. Bon, dictateur dans le sens occidental, c'est-à-dire on ne discute pas avec Poutine. On ne discute pas avec Poutine. Alors, Gédéon dit, les USA ont perdu la guerre en Irak. Détrompez-vous.
Quand on fait la guerre, c'est quoi l'objectif visé? L'objectif, c'était de couper la tête de Saddam Hussein. L'objectif visé, c'était détruire l'Irak. C'était pas de reconstruire l'Irak. Le chaos que vous voyez là en Irak jusqu'à aujourd'hui, c'est ça que les Américains voulaient. Dans la guerre, il faut quand même beaucoup de stratégie. Il y a des guerres qu'on fait pour détruire. C'est comme il y a des gens au quartier, vulgairement. Un gars te dit, je vais lui donner. Un gars épouse une fille et il lui met 4 grossesses coup sur coup. Nous, on voit les enfants, on voit le mariage. Mais le gars, dans sa tête, c'est qu'il veut mettre la fille au quartier. Il veut la laisser à la maison. Et généralement, les femmes disent quoi? Ah, maintenant, j'ai sacrifié ma vie, je lui ai donné les enfants, je vais vivre. Mais quand elle dit ça, elle a déjà 40 ans, elle a 50 ans. Donc, le gars te prend à 16 ans, il te bombarde 9 gosses pour que tu restes à la maison. La belle femme qu'il voyait, qu'il admirait, il la voulait pour la maison et pour lui, c'est la détruire. Non, c'est un peu ça. Donc, la guerre en Irak, le but, c'était de détruire l'Irak pour prendre le pétrole. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est les Américains qui exploitent le pétrole de l'Irak. C'est depuis quand même, ça date cette histoire-là. Le Koweït, c'était en 90, je pense. C'est depuis 90. Un pays comme Bagdad, au 5e siècle, Bagdad était la capitale mondiale de l'intelligence. La bibliothèque la plus grande du monde, les monuments, les savants venaient du monde entier pour aller à Bagdad. Ninive qui est écrit dans la Bible, quand vous chantez Kéla, Ninive et tout ça, comme les Africains ne réfléchissent pas, c'est pas en Israël, c'est en Irak, c'est à Bagdad. Donc Bagdad était le carrefour du Proche et du Moyen-Orient. Et le rôle des Américains, c'était de détruire, de mettre la main, de casser ça pour contrôler le pétrole. D'accord? Donc ils n'ont pas perdu la guerre. Junior Bikwe, votre personne de Moscou ne connaît pas la Russie en termes militaires. Pardon. Attends, l'armée américaine, c'est vraiment de très loin supérieur à l'armée russe. Moi, en tant que militaire américain dans le domaine de l'intelligence, nos informations indiquent que la Russie a déjà perdu plus de 40 000 hommes en 2 mois. Mais je vous donne raison. Moi, je ne suis pas émotif. Hein. On parle de technique et de science ici. La Russie n'a aucun moyen. Je vous dis aucun moyen. Ce qui les sauve, c'est les bombes subatomiques qu'ils annoncent. Arma etonde, na som dita muna nyangwa. Akeva Bank. En passant, nous avons notre banque, Akeva Bank. On continue de faire nos petites actions. Vous pouvez intégrer le groupe. Vous pouvez intégrer Akeva Intelligence, Akeva Industrie, Akeva Bank. Vous pouvez précommander le livre Et si on s'augmentait. C'est en train de sortir là. Et c'est important. Merci Arma Etonde. Vraiment. Alors, je vous précise par exemple que Arma Etonde, mon partenaire, il est dans Akeva Bank, mais quand j'étais au plus profond des difficultés, il l'a dit, il m'a appelé instantanément, je ne lui ai rien demandé, il dit le guide, dans mon fonds d'investissement, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour solutionner tel problème? Voilà. Bon, donc revenons au sujet. Je vous dis, ne soyez pas émotifs, les chers frères. La Russie est un nain militaire. Vous voyez, avant, les Africains vivaient des rêves. Nous, on vit des choses bibliques. Oh, sur la colline de Bethléem. Non, nous sommes dans la réalité. Aujourd'hui, si tu veux voir la colline de Bethléem, tu payes le transport, tu vas là-bas. Donc, on parle de stratégie militaire. Nous tous, on voit comment la Russie est incapable. Ils étaient autour de Kiev. Ils ont encerclé la capitale. Mais les Ukrainiens ont détruit les ponts. Et ils ont pris les petits drones. Ils ont pulvérisé les chars. Poutine a reculé. Maintenant, ils retournent dans le Donbass, où on parle vraiment russe. Ils espèrent faire une percée. Mais c'est très compliqué. Raphaël Azoni, je suis d'accord avec toi. Les infos des Occidentaux. Non. C'est la guerre médiatique. Raphaël, tu as raison. D'accord? Dans la guerre, c'est la vérité qui souffre le plus. Chacun donne les infos qu'il a.
Mais moi, j'ai des outils comparatifs. Je capte les chaînes russes. Allez suivre l'info russe. Et eux-mêmes, ils ont commencé le scandale. Ils ont perdu 500 militaires il y a 3 jours dans un fleuve. Parce qu'ils ont voulu entrer. Les gars ont détruit le pont. Les chars se sont noyés. Et c'est la télé russe même qui en parle comme la plus grande erreur stratégie militaire. Donc quand je donne l'information ici, ce n'est pas à Paris que j'ai pris l'information, c'est du côté de Moscou eux-mêmes. À la télé, déjà, ils commencent à se plaindre. Parce qu'ils sont en train de perdre énormément d'hommes, de matériel et de tout. On est en train de voir. Poutine disait que la guerre va faire 3 jours. Là, on va déjà à 3 mois. Là. Et ça ne fait que commencer. Quand on va les essouffler, les États-Unis vont entrer en jeu. Alors, avançons. Bonjour le guide, mes respects pour l'enseignement. Merci Joël Binat. Mais je serais heureux. Vous savez, quand on fait aussi ça, c'est pour ça qu'on parle, on écrit aussi des livres. Hein. Moi, mon travail, je suis pour l'instant vendeur de livres. Je ne suis pas encore président. Donc, achetez mes livres et soutenez les actions. Et la télé BKZ va s'installer, vous prenez vos abonnements. On fera des vrais plateaux télé avec des experts. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, non? Une télé, parce que là, c'est pas la télé. Un direct Facebook n'est pas la télé. La télé, c'est la logistique, l'infrastructure et puis l'idéologie. On crée la télé pour émanciper, décoloniser la pensée africaine. Et quand on a créé ça, maintenant, on peut inviter les gens. Dans ma télé, j'aurai tout le monde. Hein, un Ghanang. Moi, j'ai envie de mettre un Ghanang à la télé pour discuter, qu'il explique. J'ai envie de mettre les Valseros vont venir. Les chefs d'État vont venir. Il faut parler à la génération africaine sans vouloir aller courir à TV5, à pleurer à RFI, à pleurer et dire que les Français ne nous aiment pas. Non, il faut se démarquer. Il faut que nous-mêmes on investisse. Et pour arriver là, j'ai mis beaucoup d'argent dans mes trucs. Voilà. Analyse erronée. L'objectif de Poutine n'a jamais été Kiev. Ouais, Junior Bikwe. Junior Bikwe. Toi, présente-toi alors. Regardez-moi un petit. L'objectif, c'était d'abord, de capturer Volodymyr. L'objectif, c'était d'asphyxier Kiev. Tu ne connais pas grand-chose, mon jeune junior. Je ne sais pas qui tu es. Je suis désolé de te dire que va encore apprendre, mon fiston. Va encore apprendre. L'objectif, pourquoi mettre donc plus de 1500 chars autour de Kiev? L'objectif, c'était de faire quoi? Ils ont reculé. Bon, bref, c'est les débats qui nous perdent le temps. Avançons vers des vraies questions. Raphaël Azoni, je te dis que si la Russie était en position de force, elle prendrait l'Ukraine. Peut-être qu'elle va gagner, mais ça perd du temps. Ça va prendre du temps. Et c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de forces sous-marines. Hein? Ouais. Discuter avec des petits comme ça. Junior Bikoui. Tu es qui, Junior Bikoui? Méfie-toi, petit frère, je vais te donner un coup de poing. Hein? Ah, les petits frères, quand ils trouvent son grand, il dit qu'il va seulement m'humilier. Ouais. Junior Bikoui, laisse le bruit. On ne fait pas la guerre pour danser. Hein? Poutine allait en Ukraine punir. C'était ça l'opération. C'était de faire tomber le gouvernement. Il n'a pas pu. Donc vous n'arrivez même pas à comprendre ça. Ouais, comment tu peux discuter avec des petits frères comme ça qui... il y a l'émotion, il y a tout. Et tu le mets avec moi dans un débat, il aura 1000 vues. Moi, j'aurai 20 vues. Et on va dire qu'il a raison. C'est ce qu'on appelle l'intelligence absurde. Hein? Mais la Russie ne peut pas gagner une guerre. Justement parce que le reste du monde... Mais je suis à Berlin en ce moment. L'Allemagne a été punie. L'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, même la première,
Pas parce qu'elle n'était pas forte, mais parce qu'elle était contre. Elle était en face du monde, de la coalition. Mais pour gagner une bagarre, quand vous êtes au corps à corps, il faut que le renfort vienne. Si tu n'as pas prévu le renfort, on va te taper. Hein? Oh, vous ne connaissez pas les stratégies. Qui a fait stratégie militaire ici? Bon, Junior Bikoé dit qu'il est major de sa promotion. Je suis en Russie depuis 6 ans. J'ai fait plusieurs universités russes. Junior Bikoé, tais-toi, dis donc. Est-ce qu'on parle de l'école ici? Tu parles à ton professeur, là. Oh. Mais ces enfants-ci n'ont plus de respect. Hein? Il dit qu'il était à l'université, il est major. On parle de l'université ici. On est dans la ville. Oh, vraiment. Non, on est dans la vie, toi. Tu nous parles encore que tu es à l'université. Cherche ta vie, fiston. Bon, alors, moi, je pense que ni les USA, ni la Russie n'ont ce qu'ils disent avoir réellement parlant. Ce n'est que la propagande. Je peux vous dire, mais le guide, il pouvait détruire Kiev s'il voulait. Il ne voulait pas répéter ce qui se passe à Mariupol. Oui, 30 milliards. Je suis à Berlin. Je suis à l'hôtel Maritime Hotel. Yeah, it's the big one. Bon, Raphaël nous dit que son père était militaire. Le direct, si est chaud. On ne gagne pas une guerre. Il y a les perles. Mais, oh, je ne sais même plus quelle direction vous voulez qu'on prenne dans le débat. Alors, ressaisissons-nous. Hein? Ressaisissons-nous. Vous voyez, dans la guerre, chacun a raison. Je disais que l'Allemagne, par exemple, avait la superpuissance militaire. Mais leur idéologie a poussé le monde entier à se mettre contre eux. Parce qu'ils ont commencé à tuer les juifs, les chambres à gaz, et tout, la suprématie hitlérienne, la puissance allemande. Voilà, c'est tout ça qui a mené à ce qui est cette deuxième guerre mondiale. « 13 millions milliards. Je suis à l'hôtel Maritime. You come to the reception et vous demandez. Il y a des gens qui me rencontrent là depuis. Ce matin, j'en ai même reçu. Donc, vous me demandez à la réception. Ils savent que I'm the senior guest. J'ai un petit bureau, j'ai un petit coin là. On va vous installer. Venez à la réception. En fait, le guide, il faut leur spécifier que tu ne supportes pas l'OTAN. L'émotion de l'Africain fait en sorte que quand tu ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, ils croient que tu es de leur côté. Mais pourquoi je vais supporter l'OTAN? On est là pour vous expliquer. Alors, Junior Bikuela, chaque homme en Russie entre 18 et 60 ans est un soldat de réserve. C'est obligatoire de faire une formation militaire pendant 1 an. Chaque civil ici est un soldat. Ils sont très patriotes. Oui, tu as raison, petit frère, mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça. Comme dit Rigobertson, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, vous nous fatiguez. Maritime, Friendrich, ou de quel côté? Mythe. Maritime, mythe. Attends. Maritime, oui, Friedrichstrasse. Friedrichstrasse, c'est-à-dire la route de Friedrich. 151. Voilà, Berlin. Friedrichstrasse, yes. This is my Maritime Pro Arte Hotel. Yeah. You can come. Venez, on boit un petit, on mange un petit coquille et puis... yes, c'est Friedrich. Je suis là pour vous, il n'y a pas de souci.
N'ayez pas peur, venez, on s'embrasse, on rigole, on échange, on parle d'opportunités d'affaires. We have to talk about affaires. Business. On ne voit pas les noirs là où il y a les business. Where are you? Hein? I don't come for Toli business. We are not ici you. Vous êtes là, vous m'embêtez avec les soldats ukrainiens, les soldats russes. Je vous faisais juste une analyse et je vous disais que voilà, la guerre n'est pas finie. Oh, voilà. Il faut avancer grand, la guerre n'est pas finie. Évitons les pronostics. C'est pour ça que le débat est bloqué. Yeah. Qui veut prendre la parole? Ah non. Ok. Je suis intelligent analyste dans l'armée américaine et nous avons tous les formations, toutes les informations concernant. Mais ce que Catalyst Njike dit, respectez ça quand même. L'armée américaine nous a fourni toutes les données satellitaires de l'armée russe. Ça veut dire que l'armée russe, même pour protéger ses infos, protéger ses militaires, est incapable. C'est d'une bêtise absolue. Vous voyez les militaires russes fuir parce qu'ils sont à découvert. Le ciel n'est pas protégé. Et c'est les drones. Elon Musk seul a envoyé un truc qui s'appelle Creolink. Il a envoyé le Creolink pour capter l'Internet via les satellites, parce que les Russes avaient coupé l'Internet. Les Russes n'ont pas la maîtrise du ciel. C'est ce que je vous fais comprendre. Les Russes ont perdu la bataille du sol. Mais les Russes, c'est une puissance. L'armée russe, c'est des centaines de milliers de personnes. C'est pas pareil à l'Ukraine, mais l'Ukraine a l'aide de la Pologne, l'aide de la France, l'aide de l'Italie, l'aide de tous ces pays, et puis l'aide des Américains. Je n'ai pas dit que la Russie est un petit pays, attention, là on parle des costauds. Là. Mais sur le plan de la stratégie militaire, les fantassins, la Russie est très faible. Technologiquement, elle a de vieux matériels. Mais c'est clair que si la Russie se met face à l'Ukraine seule, elle avale la Russie. Je n'ai pas dit le contraire. Mais l'Ukraine est un leurre. C'est une guerre russo-américaine, mais sur le terrain ukrainien. Et sur ce plan-là, la Russie ne peut pas battre les États-Unis. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire par n'importe quel moyen humain, moyen technologique, moyen scientifique. Les seuls trucs qui les calment là, c'est la bombe atomique. Mais militairement parlant, là, le corps à corps, ciel contre terre, les Russes n'ont pas la capacité de tenir. On les essouffle déjà en Ukraine. Vous ne comprenez pas? Évidemment, c'est l'Ukraine qui est détruite. C'est l'Ukraine qui est rasée. Mais même là aussi, c'est là où l'économie de la guerre entre en jeu. Qui a dit que ça énerve les gens qu'on détruise? Les Blancs savent détruire. Ils aiment détruire. Parce qu'ils aiment construire. Le chantier le plus juteux de la guerre, c'est la reconstruction. Même en Syrie, quelqu'un vient chez toi, il casse tout, il casse la télé, il casse les frigos, il engage la bagage chez toi, il casse tout, les chaises et tout. Et il part. Après, vous faites la paix. Après, on dit, bon, maintenant, il faut encore la télé, nouvelle télé. Il te dit, bon, je te donne celle-ci. Mais tu vas l'acheter sur 5 ans. Je te reprête le frigo que lui-même a cassé. Mais il faut comprendre que c'est comme ça, grosso modo. C'est plus technique, mais je vous explique pour qu'on gagne du temps. Voilà. Do you have any question? Alors, je vais prendre, j'aime Évariste Nimpa. Vous savez que moi, je suis un guide, mais je ne suis pas un gourou. J'aime le débat. Sinon, on n'ouvre pas la télé. Hein.
On ne va pas ouvrir la télé pour que ce soit ma voix qui... Non. Vous avez des avis, vous les mettez en débat. Voilà Évariste qui m'adore, mais qui me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Je prends son argument. Avec vous, le guide, je ne serai pas d'accord. Et loin de moi l'idée de mettre en doute vos compétences dans divers domaines. Je suis d'accord avec vous, Évariste. Ne soyez pas d'accord avec moi, mais dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Ndjike, moi je respecte plus l'avis de Ndjike qui parle en militaire américain, mais qui a des données précises. Starlink, c'est Elon Musk, c'est la plus haute technologie d'Internet de communication sur la planète. Ça veut dire que les Européens sont méchants envers les Africains. Aujourd'hui, on ne doit même plus couper Internet en Afrique. Parce qu'on a montré en Ukraine, Elon Musk est capable de vous donner l'Internet avec ou sans lumière, avec ou sans satellite. Donc, il vous met le truc, vous êtes connecté directement. Et c'est ça qu'il a mis. Le guide, ils ont repris Mariupol, Donetsk, Lugansk. Ils prendront Odessa et vont asphyxier l'Ukraine. Gédéon, il faut déjà comprendre. Tu as raison. Mais ce qu'il faut comprendre, après on passe à autre chose. Sinon on va mourir sur la guerre des Blancs, là, des Ukrainiens. Là. Ils ont repris Mariupol, Donetsk, Lugansk. Ce que tu oublies de préciser, c'est que ces zones-là, c'était déjà la Russie. Donc dans l'Ukraine, il y a des partis russophones. Il y a des partis russes naturels. L'Ukraine est un patchwork depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a été mal réglé. Dans l'Ukraine, il y a une partie qui est polonaise. Dans l'Ukraine, il y a même une enclave allemande. Dans l'Ukraine, il y a un côté roumain, vers la Moldavie. Et la partie pro-russe, c'est ça que tu appelles donc Mariupol, le Lugansk. Le Lugansk est russe à 100%. Donc c'est leur frère, c'est normal d'aller prendre ces coins-là. Mais même là, il y a encore la résistance. Parce qu'il y a toujours une partie on dit les nazis ukrainiens. Il y a des Ukrainiens nazis qui tuent les Russes. Ou les gens de ces... Donc c'est de Mariupol et de Donetsk. Voilà. Donc c'est ce que je veux vous expliquer. Je ne suis pas partisan. Moi, qu'est-ce qu'on gagne là? J'essaye de vous expliquer la petite science technologique et géopolitique pour qu'on débatte. Ce n'est pas que je dis, moi, mon camp, c'est ceci. Comment un Africain comme moi, je vais avoir un camp dans leurs histoires? Mais soyons un peu sérieux. Même l'énergie qu'on dépense là, c'est pour tirer les leçons, mais ça ne nous apporte rien. Mais le PB, c'est que l'Ukraine n'accepte pas cela depuis 1994. Bon, je vous dis terre à terre. L'Ukraine, imaginez que le Nigeria veuille reprendre le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens du sud-ouest peuvent dire non, nous on ne va pas là-bas, mais le nord-ouest veut rentrer au Nigeria. C'est ce qu'ils appellent l'Ambazonie. Pardon. Excusez-moi. Wata. Oh. Vous me donnez déjà... Le débat de ce matin est chaud. Vous me faites transpirer. Vous n'avez pas émis. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas un petit débat, hein, dis donc. Les gars sont calés. Hein? Tous les gars là, les Gédéons, les juniors, ils sont calés. Hein? Bon, venons sur la guerre maintenant en Afrique. Vous n'allez plus être calés comme ça. Ouah. Pourquoi les Africains sont calés sur les choses des gens comme ça? Hein? Vous êtes calés dans les choses des gens. Mais en réalité, excusez-moi, c'est... Non, il y a un small problème. Alors, on revient à nos moutons. Par contre, ici, je n'ai plus assez de batterie. Donc, j'étais en train de dire que...
Pourquoi ça n'évolue pas vos vues là? Hein? Nawati, non? Ok. I don't get me batterie. Bon, donc, on était en train de dire que, grosso modo, il y a une partie de l'Ukraine qui est russe. Ça, ce n'est même pas à débattre. Et Poutine a donc vu qu'au lieu d'aller en Ukraine là-bas, à Kiev là-bas, perdre l'énergie et le temps, il ne peut pas, parce qu'il voulait avaler toute l'Ukraine. Maintenant, il faut qu'il commence par ce qui est accessible. Il a pris la Crimée déjà. Il est dans le Lugansk. Il a pris Donetsk. Quand vous entendez Donetsk, ça c'est russe, c'est le pur russe. Hein? Alors, Raphaël Azoni dit, comme les Américains ont les moyens pour voir toute la Russie. Il y a des bon, dis donc, votre débat sur l'Ukraine là veut dire me dépasser. Est-ce que vous avez compris, les amis? Est-ce que vous avez compris? Donc, la guerre en Russie est une guerre qui n'est pas loin de finir. Mais c'est une guerre de rééquilibrage des forces. Il y a un monde unipolaire jusqu'ici qui avait écrasé la guerre froide. Et maintenant, le monde bipolaire permet aux pays africains de respirer un peu. Terclo Rudicycle. I told you no, ma grand. C'est tendu. Non, les débats, c'est passionnant. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Les gens veulent comprendre. Parce que moi, je ne veux pas que c'est RFI ou France 24 qui me donnent mes informations. Faites-nous confiance. Moi, à titre personnel, c'est mon métier de base. Je suis un expert en communication géostratégique, éditorialiste, senior journaliste. This is my qualification. Donc, et j'ai fait l'école de guerre. Donc, je connais ce que c'est que la stratégie militaire. Maintenant, sur ces questions-là, je réponds doucement. Mais, au cours d'une conférence, la prochaine fois que je viens d'ailleurs à Berlin, on est en train de voir, il faut organiser une vraie conférence. Partout où en Afrique vous êtes, ou en Europe, arrêtez de faire venir les DJ Makosso. Je ne sais pas quoi là. Ces jeunes-là se battent, mais ce n'est pas eux qui vont donner. Il faut que les jeunes Africains se réunissent pour débattre des vrais sujets qui impactent leur vie. Parce que le monde unipolaire, c'est terminé. C'est la dictature. Maintenant, quand on est dans un monde bipolaire ou multipolaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs points de vue et il y a plusieurs portes de sortie économiques. Les gens vont faire les marchés entre eux, les marchés communs. Les gens vont se regrouper entre eux, des forces idéologiques, géographiques, politiques, pour faire... Mais quand c'est un seul type qui nous commande là-haut, comme les Américains nous écrasent aujourd'hui, on n'a aucune chance de nous en sortir. Et c'est pour ça que les Russes voulaient recréer ou veulent recréer ce monde multipolaire ou bipolaire. Mais un monde bipolaire aussi est malade de sa faiblesse, parce que si le monde était vraiment bipolaire, les Russes devaient avoir les Chinois ouvertement. Or, les Chinois ne disent ni oui ni non. Personne n'a parlé ici du rôle de la Chine. C'est les Chinois qui gâtent la guerre. Parce que là où on les attend pour le combat, ils ne parlent pas. On est d'accord ou pas? Vous me suivez au moins? Ce qui gâte la guerre, c'est que si les Chinois déclarent la guerre aux États-Unis, on va voir. Mais les Chinois jouent sur le Covid. Et ils se remettent au Covid, ils ferment tout, ils asphyxient même leur propre peuple. Mais en réalité, les Russes,
Les Chinois veulent que les Américains quittent leur territoire, les Européens quittent leur territoire, abandonnent leur usine et la technologie, ils n'en ont plus besoin. Ça, c'est un Covid technologique. Ici, la guerre est plus militaire parce qu'elle est frontale avec la Russie. Mais je vous ai dit, les USA sont en guerre contre ces deux. Mais les USA sont avec l'Europe, n'est-ce pas? Les Russes sont avec les Chinois, mais les Chinois ne veulent pas le déclarer. Et c'est ça qui rend la chose compliquée. Alors, j'ai donc dit, les Russes, la Russie, c'est un bon allié pour les pays africains qui veulent se libérer et les Occidentaux leur en veulent pour ça. Ouais, Gédéon, je vais t'expliquer. Petit rappel historique. Non, les Chinois sont les maîtres de la stratégie. C'est les hypocrites. La Chine n'est rien sans les États-Unis. Tout leur argent dort dans le trésor américain. Et ils croyaient créer cette guerre. Parce que Poutine était 2 semaines avant le début de la guerre, Poutine est allé chez les Chinois. Ils ont planifié de créer un axe par la Mongolie, parce que c'est les pays collés là-bas, et puis ils vont fermer la porte aux Américains et aux Européens en déclarant un nouveau Covid. Shanghai a 20 millions d'habitants, ils disent qu'il y a 1000 personnes qui ont le Covid. Donc on enferme tout le monde. Non, c'est pour fermer les usines, faire tomber cette économie occidentale-là pour qu'elle fiche le camp. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est moi qui vous parle maintenant. Mais maintenant, dès qu'on a fait ça, pourquoi les Chinois ne déclarent pas la guerre aux États-Unis? Parce que la Chine est un géant au pied d'argile, jusqu'à présent. C'est le garde-manger, elle a les usines, elle fabrique la nourriture, mais qui consomme? Qui achète? C'est les Américains. Alors, si tu ne peux plus vendre, la Russie peut peut-être acheter, mais avec quoi? L'échange avec le pétrole. Mais là, il faut redéfinir les termes. C'est compliqué. Hein? Alors, non, c'est une guerre violente. Attendez, on parle de guerre ici, hein? On parle de guerre. Donc, ce n'est pas nos guerres en Afrique là où on tire de Kalachnikov en l'air. C'est les moyens colossaux. Ce n'est pas l'invasion de la Libye là. Quand vous passez en Ukraine, moi je suis en Allemagne là, je fais un tour, je vais repartir vers la frontière polonaise. Là, c'est pas les jeux. Oh là là, c'est pas les jeux. Nous, on est déjà allé à la partie est de Berlin, vers Bizerte là-bas, on va dire vers la Pologne. Mais vous voyez le dispositif militaire. Mais vous voyez des missiles qui ont la taille d'un immeuble. C'est pas des... Moi, je suis venu voir des choses militaires. Je ne suis pas là pour jouer. C'est pas une guerre comme on dit coup d'État au Mali, là. Non, c'est pas des tirs en l'air des oiseaux. C'est une vraie guerre. Donc, les Africains doivent apprendre. Mais je dis, la Chine n'a aucun moyen militaire de se mettre face aux États-Unis. Ils seront balayés. Ils seront balayés dans la même nuit. Alors, pour ceux qui parlaient de la Russie comme force protectrice pour les États africains, arrêtez de rêver. La Russie n'a jamais protégé personne. À Cuba, là-bas, vous avez vu comment Cuba a souffert. Cuba a souffert à cause des Russes. 60 ans d'embargo. Les Russes ne pouvaient rien faire. Les Russes ne pouvaient rien faire. Rappelez-vous de la bataille de la baie de Cochon. Parce que Cuba est en face des États-Unis et de Miami. Et dès que les Russes ont planté leurs missiles là, en face de Cuba, de Miami, les Américains ont dégagé tout ça. Ils ont puni les gars. Quand Sékou Touré a dit non à De Gaulle,
en 1960, hein, je pense, c'est parce qu'ils comptaient sur le soutien de la Russie. Et regardez comment la Guinée a souffert. Les Russes n'arrivent pas à manger. C'est maintenant, c'est avec Poutine qu'ils essayent de restructurer leur économie, qui dépend à 3 à 90% des apports et des capitaux extérieurs américains et français, allemands. Et ils faisaient ce qu'on appelait un gentleman truck. Donc ils donnaient le gaz, ils donnent le pétrole, mais qui est exploité par Total. Et Total est français. Toutes les sociétés qui sont en Russie sont américaines. Donc, les États-Unis ne veulent pas sentir une Russie forte et indépendante. Ils ont affaibli la Russie en termes d'échange, en termes de technologie, en termes de capitalisme, de production économique. La Russie n'a pas une économie. C'est Poutine qui est venu essayer de refaire vivre la Russie. Et c'est pour ça que la guerre déclenche, pour affaiblir encore la Russie. La Russie n'est pas une puissance capitaliste. C'est d'abord des communistes à la base. Donc, au lieu de chercher beaucoup l'argent, s'enrichir, ils ont développé un communisme de partage. Partage de connaissances, partage du pain. Et maintenant, vous avez donc Poutine qui est arrivé avec sa petite clique, son clan, les fameux Russes, là, comment on les appelle? Les patchs, les milliardaires russes qui ont des yachts à Monaco et partout, les oligarques. Poutine a créé une petite race pour mettre l'argent, pour développer l'économie, parce qu'il faut des gens qui mettent l'argent. On est d'accord? Alors, oh, alors, Évariste nous dit, d'accord, si je prends simplement le fait que la Russie n'avait pas l'intention d'occuper toute l'Ukraine, tac, 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 le réel objectif qui était l'Ukraine sont, tac, 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 utiles jusqu'à... Mais donc, l'Ukraine, donc priver l'Ukraine de l'accès à la mer et à la richesse minière à l'Est, un point fertile, donc avoir une lecture de la stratégie russe en Ukraine serait peut-être erronée. En Ukraine, la Russie fait face à plus de 40 pays. Mais c'est ce que je vous explique. Mais vous, pourquoi vous voulez que la guerre soit le corps à corps entre deux personnes? Vous-même, quand vous commencez à lutter avec quelqu'un au quartier, dès que vous lui donnez un mauvais coup de poing, il appelle le renfort. Dans le renfort, là, on te tape. Tu ne vas pas aller dire qu'on ne t'a pas tapé. Le but de la guerre, c'est que quelqu'un soit battu. Alors, quels que soient les moyens, il faut battre quelqu'un. L'Allemagne était 10 fois plus forte. Est-ce que la France pouvait se tenir face à l'Allemagne? Mais la France allait chercher le renfort où en Afrique. Mais pourquoi? Est-ce que depuis là, on dit que l'Allemagne a gagné la guerre? L'Allemagne a perdu la guerre parce qu'il y a eu les Africains, parce qu'il y a eu les Anglais, parce qu'il y a eu les Américains. Et l'histoire retient que l'Allemagne a perdu la guerre. On ne va pas venir dire qu'il y a eu le renfort. Pourquoi vous reprochez aux Ukrainiens? C'est l'OTAN qui est donc derrière. Mais bien sûr. Là, on inverse le combat. C'est celui qui a faim qui est vulnérable. La Chine peut faire très mal aux USA. Gédéon, tu vas me faire douter de tes capacités d'analyse en géostratégie. Hein. La Chine n'a aucun moyen. Je t'ai expliqué techniquement que dans les stratégies de la Chine, c'était de créer un axe. Si la Russie avait une plateforme capitalisante puissante, les Chinois et les Russes détachaient le monde. C'est même ça qu'ils ont prévu. Et les Américains anticipent. Il faut casser ça pour qu'il n'y ait pas cet axe-là. Russie, Chine, Inde, Brésil et tout. C'est que c'est la fin de l'Union européenne. C'est que c'est la fin des États-Unis.
Or, là où les Américains ont piégé aussi les Chinois, c'est qu'ils ont délocalisé la moitié des services qui leur perdaient le temps, dont l'usinage, les petites choses, les habits. Même l'armée américaine met les tenues chinoises. Comme ça, les Chinois se structurent pour le ciel, pour Mars, pour l'ultra-technologie, le sophistiqué. Ouais, je vais vous expliquer ça comment. Quand tu fais des affaires et que tu veux être grand, tu ne peux pas être en train de conduire la voiture pendant que tu vas à Yaoundé à un meeting. Tu prends un chauffeur. Pas qu'il conduit mieux que toi. Moi, aucun de mes chauffeurs ne peut conduire mieux que moi. Moi, j'ai fait pilote de course. Je suis un amateur de gros moteurs. Donc, parfois, je laisse quelqu'un me conduire, mais en réalité, il ne connaît pas la voiture. Mais moi, ce n'est pas ça. Je ne discute pas avec le chauffeur. Je dis, conduis-moi pendant que moi, je finis mes dossiers ici, ma présentation. Donc, on a donné le travail d'usinage aux Chinois. Mais si la Chine produit, qu'est-ce qui crée l'inflation aujourd'hui? C'est parce que la Chine produit déjà trop. Et qui va consommer? Qui consomme? Les Américains mangent 4 fois ce qu'un homme français mange, ce qu'un Allemand mange. Tout à l'heure, là, j'étais prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Moi, je ne prends jamais de petit déjeuner. Mais j'ai vu les gars manger, ils se servent 5 fois. Ça doit être des militaires américains, je ne sais pas. Enfin, ils étaient en tenue. Les gars mangent. Pendant qu'ils étaient à 5-6 tours, moi, je suis là. Donc, le rôle de la Chine, c'est de produire massivement. Et ce n'est pas pour les Chinois seuls. Alors, si les Américains qui ont le dollar, n'oubliez pas ça. Le dollar, c'est la monnaie, de keynote. C'est le dollar qui dirige le monde. Maintenant, il faut dédollariser le monde. Il faut que le dollar n'ait plus de puissance. C'est pour ça que le yuan veut monter. Le rouble veut monter. Mais ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que moi-même je veux que ces Américains nous lâchent un peu? Je suis heureux. Mais dans la réalité, les sujets sont encore plus compliqués. Et c'est pour ça qu'on analyse. Et j'apprécie beaucoup votre perspicacité. Dis donc, un seul homme peut débattre avec 1000 personnes sur Internet. Nawati, on a des pays. Allez, posez des questions en avance. Je dirais, les Chinois font juste leur bruit en Afrique. Les Chinois ne sont pas forts. Militairement, même les Chinois ne sont pas encore prêts. Ils sont en train de se créer. Ils sont en train de se créer. Et ils sont très malins. S'ils étaient forts, ils allaient déclarer que la guerre a commencé. Et dans cette guerre-là, nous, on suit l'évolution. S'il y a la guerre demain, moi, je ne suis pas fâché. Moi, j'ai envie que les choses bougent. Vous n'avez pas envie que les choses bougent dans ce monde? Parce que dans tout ce qu'on dit là, c'est les Africains qui sont piétinés. Depuis qu'on parle là, on parle d'Ukraine, de ceci, mais c'est les Africains qui sont au pied. Leur genou est sur notre cou. Alors si je trouve les stratégies pour qu'on se sorte de là, si une guerre déclenche là maintenant, c'est ce qu'on appelle chez nous les Boulunganzanga. Si une guerre générale déclenche entre les Russes, les Chinois, les Américains, les Européens et tout, nous on sera contents. Quelque chose va s'écrouler. Un vieux monde va s'écrouler. Et une nouvelle énergie va renaître. L'Afrique va rester calme, sereine. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Mais qu'est-ce que j'ai à voir dans... Honnêtement, à part que les enfants meurent en Ukraine et tout, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que vous... Demandez-vous, au lieu de mettre les organes dans ce débat, demandez-vous que nous, en tant qu'Africains, nous aussi on regarde seulement. Moi, je regarde. Ces gens-là nous ont tellement brimés. La Seconde Guerre mondiale, mon grand-père l'a faite. On est allé mourir pour ces gens-là. Normalement, tous les Africains devaient entrer en Europe avec un visa permanent, même de 1000 ans. C'est nous qui avons libéré ces gens.
Sinon, il n'y aurait pas de l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN, c'est venu après la guerre. Mais c'est les tirailleurs sénégalais. C'est nous qui avons affronté les Allemands. Oh. Alors, je vais vous prendre un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée française avait 2700 hommes. 2000 hommes. Et quand ils sont allés en Afrique, donc au Cameroun, au Congo, au Sénégal, ils avaient déjà 19 000 hommes. Donc 10 fois plus. C'est ça qui a fait gagner la guerre. Et après, où est la place de l'Afrique? Est-ce qu'on nous a même dit merci? Quand quelqu'un t'aide à lutter, n'est-ce pas, tu le bottes à la fin. La femme qui t'aide à construire ta vie, parfois, tu la mets là-bas pour épouser une quatrième femme qui est plus jeune, plus maquillée, qui sait déchirer la peau. C'est ça la vie. Les Européens étaient très malhonnêtes envers les Africains et ils doivent le payer très cher. La guerre au Vietnam, ce sont les Chinois qui l'ont fait. Bigoler le roc. Mais la guerre au Vietnam, les Vietnamiens sont les Chinois. Quand tu dis ce sont les Chinois qui l'ont faite. Mais les Vietnamiens, c'est la Chine. C'est la Chine mineure. C'est la partie de la Chine qui a été dominée par la France. L'Indochine, on dit Indochine. T'entends pas? Alors, bon, Gédéon, parlons d'un sujet très important. Que dire du scandale économique lié au contrat éolien signé entre la Chine et le Cameroun sur l'exploitation de fer? Gédéon, je vais t'inviter à suivre la vidéo que j'ai faite. C'est la dernière vidéo que j'ai faite. Elle est sur YouTube ou elle est sur ma page. Et tu auras un peu mon point de vue là-dessus. Mon point de vue, c'est qu'au lieu de nous entretuer ici, mettons-nous pour lever les fonds. Quels sont les Africains qui peuvent se lever et mettre 400 milliards sur la table pour... Les mines sont là, c'est à nous, en Afrique. Au Cameroun, les mines sont là. Mais il faut au moins 100 milliards pour commencer une exploitation. C'est pour ça qu'on parle de consortium. Consortium, même c'est entre souvent deux pays. C'est entre deux États. C'est entre deux grands groupes. Rio del Tente et puis Tento del Rio. Donc deux mastodontes qui se mettent ensemble. Mais le noir n'aime pas se mettre ensemble. J'ai des amis à Paris, quand on commence à boire, à manger, c'est les cigares qu'ils allument. Un cigare, le caisson à 1500 €. Le champagne de très haute volée, ils dépensent. Mais dès que tu leur parles d'un projet, ils te disent, bon, on se voit demain. Le projet énerve l'homme noir. Le noir n'aime, surtout celui qui vend son haricot ou son vin. Le noir a peur de se mettre. Quand on parle de projet, donc les Chinois ont cette puissance financière. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, ils prennent les terres. Ils ont les capacités. Moi, j'ai accompagné un homme d'affaires camerounais. Je vous ai déjà expliqué ça. On est allé visiter les terres, c'est chez moi. Quand on lui a dit de mettre l'argent pour exploiter, de mettre sur la table 100 milliards, il a mis les mains sur la tête. Hey! Une seule voiture que vous voyez là coûte 150 millions. Les gros 4x4, les Jeeps. Katumbi a au moins... Katumbi a déjà son avion. Katumbi a ses avions, son aéroport, pour porter ses mines directement. Katumbi a des porte-chars. Katumbi a des... Et c'est un Congolais. Et il y a Moussepe en Afrique du Sud. Voilà les deux. Bokom voulait essayer au Cameroun, mais vous savez, l'esprit de la pauvreté là. Hey. Oh. Alors que Bokom, il peut se mettre avec tel, ils exploitent. Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier. Bonjour Anthony Pinas. Mais emprunt obligataire. Mais déjà, quelles sont les banques? Est-ce que vous avez des banques?
Freeland First Bank est une banque hollando-suisse, où le propriétaire même à 8%. C'est beaucoup, mais il n'a que 8% dans ce que vous voyez là. Il a domicilié, il a mis ça. Donc, il faut savoir être cohérent. Quelle est la banque africaine? Fotso Victor avait une banque. Il a mis son fils en prison lui-même avant de mourir. Et l'État a repris. Et dans cet actionnariat-là, l'État a cédé. Il faut un système bancaire. Il faut de l'argent cash pour nous. Pourquoi je n'ai pas reçu la notification? J'ai perdu 1h30 de votre direct. Mais c'est pas grave. Mais écoutez, je vous souhaite bon midi. Oh, il est 12h30. J'ai des gens qui m'attendent, je vais déjeuner. Si vous voulez, on continue l'échange le soir. D'accord? Mais je vous ai dit, vous pouvez passer me voir à mon hôtel. Is Maritime in Berlin. On est en train de s'installer, on a déjà du matériel, on est en train de commencer doucement. BKZ, d'ici quelques temps, on va commencer nos productions. Et merci d'être là. Le livre est en train de sortir, j'espère que vous allez le commander là. Beaucoup sont en train de le prendre. C'est le livre de l'année. Il coûte pas cher. Ok, j'ai dit, on va mettre le numéro pour le soir. Ça ne coûte pas cher. Et what else? C'est tout. C'est tout. Je suis à Berlin. Donc, je suis très bien à Berlin. Ich bin ein Berliner. Voilà. S'il y a des petits frères ici qui veulent m'amener manger un michunga pimenté le soir, Namidis. Hein? Allez, je vous adore. À tout à l'heure. Merci.